Bonjour Pascal nous. Praud. Vous voyez, ce que je trouve le plus extraordinaire dans cette affaire du rapport, c'est que ce rapport, il existe depuis le mois d'août. Vous l'aviez lu d'ailleurs ? Je n'avais pas lu le rapport tel qu'il est présenté puisque je ne suis plus en fonction en tant que directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur depuis cette période. D'accord. Mais on est d'accord que ce rapport existe depuis le mois d'août. Il y a des travaux qui ont été réalisés, qui ont été lancés au début de l'année 2024, au début de l'année 2025, pardon. Mais hier, le président de la République semble dire que ce rapport est alarmant. Il a même regretté que les propositions qu'on lui fasse ne soient pas assez rudes, si j'ai bien compris, à Bruno Retailleau. Et c'est ce que je disais tout de suite. En fait, si ce n'est pas public, personne ne bouge. Et c'est ça que je trouve quasiment le plus extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de com où il faut que ce soit dit pour qu'on bouge. Mais ce n'est pas ce que j'attends des hommes politiques. Est-ce que je peux me permettre de vous apporter un élément de réponse ? Évidemment. D'abord, j'ai bien entendu votre introduction, mais on ne peut vraiment pas dire, et c'est le préfet de terrain qui témoigne, mais on ne peut vraiment pas dire que l'État n'est pas mobilisé depuis plusieurs années contre ce phénomène, sous l'impulsion d'ailleurs du président de la République, qui en 2020 a tenu un discours extrêmement important, qui est le discours des Mureaux, qui pour la... Laissez-moi terminer. Non mais les discours, je m'en fiche des discours en fait. Qui pour la première fois, je vais venir au fait, qui pour la première fois dans l'histoire de notre pays ne s'attaque plus uniquement aux islamistes sous l'angle de la violence, les djihadistes, mais également sous l'angle du fait communautaire qui fracture la société. De ce discours essentiel est née une loi, la loi séparatisme, qui contient de nombreuses avancées que nous utilisons sur le terrain. J'ai encore fermé, Pascal Praud, la semaine dernière, une école coranique. Tous les jours, les préfets de la République, sous l'autorité du président de la République et du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, se battent. Et donc dire qu'il ne se passe rien, je veux dire à celles et ceux qui vous écoutent que ce n'est pas vrai. Par ailleurs, ce qui est vrai aussi, c'est que la menace évolue, elle se précise. Et c'est tout le sens de l'intérêt des travaux qui sont réalisés par le gouvernement. Mais j'entends bien, mais je dis toujours, j'apporte toujours des éléments très, très concrets. Lorsque vous avez Madame Barsac, ministre de la République, qui explique que porter un voile sur un terrain de foot n'a rien à voir avec l'entrisme religieux et qu'elle est encore ministre. Comment est-il possible qu'elle soit toujours ministre ? Je vous rappelle, Monsieur Praud, qu'un préfet est soumis à un devoir de réserve. Mais vous l'avez dit vous-même, Monsieur Praud. Oui. Le Premier ministre. Donc ça, c'est des petites lâchetés. Le Premier ministre a rappelé quelle était la ligne du gouvernement. Oui, mais c'est des petites lâchetés, c'est des petites compromissions, ou les petites naïvetés. C'est-à-dire que, alors visiblement, la Fédération française de basketball, c'est la fédération internationale qui autorise les femmes à porter le voile dans les compétitions, mais pas la fédération française, c'est ce qu'on me rapporte. Mais sur le port du voile, vous laissez toutes les fédérations, par exemple, agir les unes comme elles veulent, quoi. Il n'y a pas de ligne directrice. Quand je parle de naïveté, on avait imaginé une loi. Cette loi, elle n'est pas venue. Et elle ne viendra pas. Interdiction du port du voile dans les compétitions sportives, c'est simple. Si vous avez la gentillesse de m'inviter... Non mais c'est simple, pourquoi ça ne passe pas ? Si vous avez la gentillesse de m'inviter, Pascal Praud, ce matin, c'est parce que, à la demande de la Fondapol, de Dominique Régnier, j'ai écrit un témoignage sur ce qui se passe sur le terrain, combattre l'islamisme sur le terrain. Oui mais répondez à ma question, pourquoi cette loi ? Pourquoi le gouvernement... En fait, c'est pas très compliqué de dire, tous les gens qui font du sport en France... Le voile n'est pas autorisé. Cette loi, elle était annoncée. Mais comme Mme Barsac, elle est sur la position de la Fédération internationale et des Jeux Olympiques, parce que nous, on a un rapport particulier avec la laïcité, je le sais, elle le dit partout. Elle n'est pas d'accord sur cette ligne, mais elle est au gouvernement. Je vais vous répondre sur la question du voile dans le sport. Je ne vais pas vous répondre sur la question de Mme Barsac. Oui, mais elle est dans le gouvernement. Donc vous avez quelqu'un qui ne représente pas... Le Premier ministre. Il ne revient pas, Monsieur Praud, à un préfet de la République de commenter la composition du gouvernement. Pour vous répondre sur la question qui est essentielle, que vous soulevez du voile dans le sport. Je le dis moi-même, je l'écris dans le témoignage rédigé pour la Fondapol. Nous avons aujourd'hui une situation qui est que pendant des décennies, au fond, des femmes musulmanes ont pratiqué le sport sans que cela pose la moindre difficulté par rapport à la question de savoir si elles devaient laisser le voile au vestiaire. Si ce débat arrive depuis quelques années, mais ce n'est pas un hasard, et cela remonte précisément à l'année 2020 avec la constitution d'une association qui s'appelle Les Hijabeuses à Grenoble, dans l'écosystème séparatiste qui porte ce combat. Donc, face à des associations de cette nature, nous devons évidemment mobiliser le discours républicain, parce que ce dont il s'agit, c'est une bataille de modèle contre modèle, en opposant à ce modèle islamiste
le modèle républicain. J'entends ce que vous dites, mais est-ce que vous comprenez que lorsque la ministre dit le contraire, il y a un problème de crédibilité gouvernementale? Je vous ferai la même réponse. Voilà, mais j'entends bien. Alors je voulais vous faire écouter Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, si j'ose dire, elle a mangé du lion. Je l'ai entendue ce matin au cas de vérité, elle dit des choses, pardonnez-moi, qui sont justes. Elle dit, je n'ai rien appris dans ce rapport. Et elle rajoute, on le dit depuis 15 ans et personne ne veut nous entendre. C'est pas tout à fait faux. C'est ce que nous disons également ici depuis de nombreux mois, qu'il y a des soucis importants. Et on se fait parfois insulter sur ces soucis, sur ces sujets-là. Alors écoutons Marine Le Pen, je n'ai rien appris. Je suis contente d'avoir contribué à sensibiliser la classe politique à ce problème majeur de l'entrisme, du fondamentalisme islamiste. Enfin, ça fait 15 ans qu'on dit ça, et ça fait 15 ans qu'on nous explique que ce que nous disons est faux. Bon, la réalité, c'est que c'est vrai. On n'apprend rien dans ce rapport. En tout cas, moi, je n'ai rien appris dans ce rapport. Et les mesures qui ont été proposées par Bruno Retailleau, c'est une blague qui ne fait pas rire. Voilà, c'est-à-dire que même le président de la République, Emmanuel Macron, a trouvé ça indigent, c'est pour vous dire. Parce que dans ce domaine, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas d'une grande fermeté depuis qu'il a été élu. Bon, ça, c'est le premier passage que je voulais vous faire entendre. Le deuxième passage, c'est comment lutter. Et elle répond. Ah ben, ils n'ont pas déposé de statut pour faire une association, alors du coup, on ne peut pas les interdire. Si, on peut lutter contre les idéologies islamistes partout où elles se cachent, dans toutes les associations culturelles, c'est ce qu'ils proposent. Dans tous les lieux. Non. Avec un référent et avec un parquet administratif spécialisé pour prononcer des solutions. Voilà ce qu'il dit. Excusez-moi, rien que la manière dont vous le dites là, les Français ne peuvent pas croire à ça. Un parquet administratif qui va multiplier les entraves. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin sérieusement, il faut nommer les choses. C'est une idéologie totalitaire. Il faut aller chercher, dénoncer, débusquer, couper les financements, interdire les publications. Est-ce que ça s'est fait? Aujourd'hui, il y a une mobilisation qui est totale. Je vais vous répondre très clairement. Nous luttons tous les jours. Mais nous luttons face à un phénomène qui n'est pas un phénomène facile à identifier. Pourquoi? Je vais vous prendre l'exemple des lieux de culte. J'ai aujourd'hui dans mon département 34 mosquées et salles de prière. Dans ces 34 mosquées et salles de prière, un tiers sont soit des lieux qui peuvent être considérés comme islamistes, soit qui sont menacés par une prise de contrôle par les islamistes. Mais aucun de ces lieux, Pascal Praud, n'a marqué sur son fronton mosquée islamiste. Oui, il faut réunir tout un faisceau d'indices pour pouvoir apporter des réponses. Eh bien, je vais vous illustrer cela avec l'école coranique. Si on fait, Pascal Praud, l'État fait. Je vais vous illustrer ça avec l'école coranique que j'ai fermée la semaine dernière. Cette école coranique, elle a été fermée sur la base de la réglementation incendie. Mais les éléments que nous y avons trouvés, notamment des affichettes présentant des individus sans visage, ce qui est le signe d'une structure dans laquelle on enseigne un islam radical. Eh bien, c'est l'exemple typique que quand l'État veut, l'État peut. Et je vous assure qu'aujourd'hui, sous l'autorité du président de la République et du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, tous les préfets de la République agissent de la même manière. Mais la motivation de la fermeture, c'est sur des problèmes de sécurité. Mais nous le faisons dans le cadre de l'État de droit. Et ce qui compte, c'est la finalité. Ce qui compte, c'est les faits. Non, mais parfois, c'est retoqué par la justice. Le lycée Averroès. Averroès, c'est intéressant. Averroès. Je trouve que ce débat est extrêmement intéressant. Et on est au bout par exemple, Philippe Bilger, il dit on est au bout de l'état de droit. Il y a deux modèles. Oui, on ne peut plus rien faire. En fait, chacun comprend. Et Averroès, c'est un bon exemple. Nous sommes sur un sujet qui est tellement compliqué parce que. Il ne s'agit pas de penser que c'est un sujet simpliste où il suffirait de claquer des doigts pour fermer toutes les structures. C'est un acteur de terrain qui vous parle, c'est pas un théoricien. Ce sujet est tellement compliqué que je crois, à titre personnel, je sors là un peu de mon rôle peut-être, mais que l'État de droit a l'avantage de donner à nos décisions, même si c'est plus difficile incontestablement. J'ai écrit dans mon témoignage, j'ai parlé de sacs de plomb que nous avions aux chevilles. Mais nos victoires, elles sont inattaquables, elles sont plus belles, elles sont opposables. Vous parlez combattre l'islamisme sur le terrain, parce que vous, alors, on ne peut pas vous soupçonner d'être intransigeant, de transiger avec l'islamisme. Vous avez écrit combattre l'islamisme sur le terrain, témoignage d'un préfet de la République. Je voulais vous faire écouter la difficulté qu'il y a entre la parole publique et puis la réalité sur le terrain. Hier, on était avec Didier Lemaire, qui était professeur à Trappes, qui dit « j'ai été lâché par tout le monde ». Lâché par tout le monde. Et il était avec Prisca Thévenot, qui est député de la Macronie. Écoutez cet échange, parce qu'il vient heurter justement la parole gouvernementale ou la parole politique.
Les enfants de Trappes, mes élèves, ont été abandonnés par la République. Votre gouvernement et le président de la République a une responsabilité dans cet abandon. Je tiens à le dire fermement. J'ai alerté en 2018. Rien n'a été fait à Trappes. Et au moment où les islamistes ont pris la parole, où des tentatives ont été faites pour me discréditer, pour me faire passer pour un mythomane ou un islamophobe, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement pour moi ? Rien. Je reprends. Un préfet même a mis ma parole en cause. Le préfet avec lequel j'ai travaillé pendant des années, j'ai travaillé dans mon lycée. J'ai mené des actions de prévention à la radicalisation. L'argent qui a été mis par la préfecture, à quel professeur a-t-il été destiné? À moi. Et ensuite, vous avez un préfet, je ne sais pas pour quelle raison et pour quel clientélisme et pour quel soutien, qui met en cause la parole d'un lanceur d'alerte, d'un professeur, son honneur. Où était le gouvernement à ce moment-là? Nous avons un entrisme dans notre pays, il faut le combattre. Je vous le dis, moi je ne me suis pas engagée en 89, j'étais à peine née. Je me suis pas engagée il y a 20 ans, je me suis engagée récemment. Donc c'est possible, on peut le faire. Venez, présentez-vous au suffrage universel direct et vous serez, ça se trouve, élu. Il y a des municipales qui arrivent, il y a des législatives qui vont arriver. C'est pas le débat. Si, mais non, parce qu'il faut qu'on puisse continuer à agir là où on peut le faire et là où on doit le faire, c'est au sein des parlements, aussi bien au Parlement français qu'au Parlement européen. Et donc, plutôt que de rester là à commenter et franchement à faire à faire du débat tendu, ça ne fait rien avancer. Prisca-Thévenot, son seul argument, c'était de me dire engagez-vous. Non, c'est pas exactement ça. De faire. Bon, en fait, il y a des symboles, monsieur le préfet. Ce qui s'est passé à Lyon 2 l'autre jour, avec monsieur Balanche, qui n'a pas pu terminer son cours. Vous avez 5 ou 6 personnes qui sont entrées dans l'amphi. Aucune sanction à ce jour. Vous avez le ministre de la Recherche, c'est bien ça, de l'Enseignement supérieur, il ne s'est même pas déplacé à Lyon. Le président de la République, je ne suis pas sûr qu'il ait pris la parole. Donc les gens, ils voient ce qui se passe sur le terrain, ils se disent, la présidente de l'université de Lyon 2, qui a condamné ce professeur, M. Balanche. Donc les gens disent, voilà, il ne se passe rien. Il n'y a pas de sanction. Et le ministre a réagi avec retard. Et non, avec retard, 4 jours après, il est aux abonnés absents. Est-ce que Gabriel Attal a posé une question au gouvernement, à son ministre? Non. Donc c'est les lâchetés, les compromissions. Est-ce que je peux vous répondre sur ce sujet de l'éducation nationale? D'abord, j'ai écouté le témoignage de M. le maire. Moi, je vais vous raconter ce que je vis. Il y a quelques jours, dans le cadre des missions que nous pouvons réaliser dans le domaine de l'éducation nationale, en règle générale, le directeur de l'éducation nationale dans mon département m'a signalé une situation dans laquelle nous avions, dans des accueils scolaires et périscolaires, des situations où il y avait des collaborateurs qui portaient le voile. Il me l'a signalé pour que je signale à la mairie en question que nous ne pouvions accepter cela, que c'était contraire aux lois de la République et que donc il fallait reculer. C'est bien la preuve, contrairement à ce que j'entends, et encore une fois, je ne porte pas de remarques sur le témoignage de monsieur le maire, mais qu'aujourd'hui, en tout cas j'en suis le témoin, l'éducation nationale est très mobilisée sur cette question. Elle est tellement mobilisée, l'éducation nationale, que les profs... En fait, ça fait 20 ans qu'on entend des profs, parce qu'on a tous des profs dans nos amis, qui nous disent « mais vous imaginez pas ce qui se passe ». Ça fait 20 ans que nous avons tous des profs de français, des profs d'histoire qui nous disent, ou des profs par exemple de sport, qui nous disent le vendredi, quand il y a piscine, j'ai une fille sur 2 qui vient pas. Donc tout le monde sait ce qui se passe. Et il faut que ce soit ce rapport hier pour qu'il soit au cœur de l'actualité, avec évidemment le déni qui existe. Interdiction du voile, proposé Gabriel Attal. Écoutez Marine Le Pen, ce qu'elle a dit, parce qu'elle-même le propose depuis des années. C'est drôle parce que Gabriel Attal, moi, quand j'ai proposé l'interdiction du voile dans l'espace public, il m'a agonie d'injures. Il m'a traité d'incompétente et j'en passe et des meilleurs. Et aujourd'hui, il veut le faire. Et donc tous ces gens, je veux dire, tous ces gens, ils font partie. Vous dites c'est bien ? Vous voulez ce que Non, tous ces gens font partie du problème. Ils nous font perdre un temps fou. Et ils disent la même chose que nous pour nous empêcher de le faire. Et Bruno Retailleau, sérieusement, en fait partie. Ce qui est vrai, c'est que c'est un fait qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau et d'autres à droite sont sur les lignes qui étaient défendues depuis des années par le Rassemblement national. C'est-à-dire le voile totalement dans l'espace public. Oui, c'est pas ce que demande Gabriel Attal. Il y a quand même une différence de... Il y a une différence. Et puis elle a parlé de cette équipe de campagne et là, effectivement, elle a ciblé l'équipe de campagne de Bruno Retailleau qu'elle ne trouve pas forcément très performante. Écoutez ce passage. Moi, je veux que tout le monde la voie, cette image de son élection. Voilà son équipe.
Gérard Larcher et M. Barnier. Oui, mais avec M. Barnier, dont il a soutenu les 20 milliards d'augmentation d'impôts, la désindexation des retraites avec 6 milliards de plus à payer pour les retraités. Il s'est opposé à... il a soutenu l'augmentation de 4 milliards du prix de l'électricité. Il a défendu la retraite de Madame Borne sur la retraite. Je veux dire, c'est ça, cette équipe-là, sérieusement, les Français pensent qu'elle est susceptible de sortir le pays des difficultés dans lesquelles il est plongé. Alors Alexandre Brugère est avec nous ce matin, il est préfet des Hauts-de-Seine et j'ai lu, alors vous allez me dire si ça vous concerne vous également, le 5-6 juin prochain aura lieu l'Aïd el-Kébir, qui est la fête musulmane, qui est l'occasion des égorgements des moutons. Et paraît-il, vous allez me dire si c'est aussi votre cas, les communiqués des préfectures sont en train d'être écrits. Préfecture du Gers, de l'Hérault, de Savoie, de Mayenne, des Pyrénées-Orientales, du Gard, du Rhône, de l'Isère, de Moselle, de l'Aisne. Elles attirent l'attention des fidèles sur l'importance de la protection du bien-être animal, la sécurité sanitaire des consommateurs et la protection de l'environnement. Ça, c'est le préfet du Gers qui dit ça. Donc il y a une sorte d'hypocrisie peut-être totale parce que l'égorgement est fait à vif. Donc je ne sais pas comment on peut protéger la santé, le bien-être animal. Les bêtes doivent être dûment identifiées, rappellent les préfectures. Et dès ces jours-ci, les transports d'ovins vivants sont strictement réglementés dans les départements, etc. C'est au préfet de faire ça ? Le travail des préfets, c'est... Et vous le faites ? Mais le travail des préfets, c'est aussi d'encadrer tous les sujets de protection du consommateur, de bien-être... Mais on a l'impression que vous co-organisez cette fête religieuse musulmane. Revenez aux origines... Non, mais est-ce que vous avez fait un communiqué ? Ça m'intéresse. Je n'ai pas encore fait, il est probable que je le fasse, mais je vais venir dans le détail et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le rôle de l'État, sur la base des lois de la République, c'est la laïcité, nous sommes d'accord jusque-là. La laïcité, ce n'est pas la négation des religions, c'est l'organisation de la liberté de culte. De la même manière, je suis amené, et je le regrette, mais c'est une réalité, à prendre un certain nombre de mesures de protection quand il y a des grands moments religieux, parce qu'aujourd'hui, les cérémonies religieuses, quelles qu'elles soient, catholiques, juives, mais également musulmanes, sont amenées à être des cibles. Et donc, nous assurons aussi la protection des fidèles dans le cadre de ces manifestations. Alors j'entends bien, mais l'accompagnement de l'État pour que la liberté de culte soit totale. J'entends bien, mais alors je lis quand même quelques communiqués de préfets qui reprennent le terme de sacrificateur. L'abattage rituel sera réalisé par un sacrificateur habilité en présence des représentants du culte musulman désignés au préalable. Ça, c'est le préfet du Gers. C'est au préfet de parler de sacrificateur ? Enfin, je vous assure, on rêve. Hein. On rêve. Si le préfet du Gers reprend les termes que je viens de dire là, moi, je trouve que ce pays... Je n'ai pas lu ce communiqué. C'est pas un communiqué, je suis en train de le lire. Les Pyrénées-Orientales parlent de sacrificateur habilité, l'Isère d'un sacrificateur formé à la protection animale. Le rôle des services de l'État, c'est d'organiser... C'est les préfets. Le rôle des services de l'État, j'assume cette position, c'est d'organiser le fait que le culte puisse se tenir librement et en sécurité. Il y a la sécurité physique, il y a la sécurité alimentaire. Ça fait partie de l'encadrement que réalisent les services de l'État. Oui, mais on n'est pas obligé de reprendre ces termes-là. Je sais pas, moi, ça me paraît très, très étrange. Mais... Encore une fois, je n'ai pas lu ce communiqué. C'est des préfets. Donc vous avez la gentillesse de ne pas lire mon communiqué puisqu'il n'est pas encore écrit. Sans doute ai-je un peu plus de retard que mes collègues pour ce type d'exercice. Alors, je ne sais pas si les uns et les autres ont des... Sabrina Medjeber. Bonjour, monsieur le préfet. J'ai deux questions à vous poser. La première, c'est comment identifiez-vous les frères musulmans dans le cadre, justement, de l'infiltration de ceux-ci dans l'espace associatif, dans l'espace économique, dans l'espace institutionnel, puisque vous imaginez bien, par exemple, que dans le cadre notamment de la politique de la ville et du fameux « une mosquée, 3 mandats », le fameux slogan qui est tenu par certains élus, les frères musulmans ne viennent pas vous susurrer à l'oreille qu'ils veulent instaurer un califat. Ils utilisent plutôt des ruses sémantiques, faisant valoir des gages de républicanisme, vous parlant d'un islam modéré, etc., etc., etc. Mais une fois que les leaders communautaires obtiennent l'aval des élus, ils agrègent un bloc monolithique qui joue en leur faveur ou en leur défaveur. Donc la première des choses, c'est comment vous les identifiez. Et deuxièmement, est-ce qu'il est possible, à votre avis, de sanctionner, par exemple, certains élus qui tordent, comme vous le dites, les principes de la laïcité ? Je pense, par exemple, à Madame Aude Lagarde, qui récemment est entrée dans une mosquée voilée
lors du décès d'Aboubacar Cissé, et a précisé ces mots, vous pouvez le vérifier. Je viens ici, je m'exprime en tant qu'élu de la République et je tiens à rendre hommage à la famille d'Aboubacar Cissé. Elle est élue de la République et pourtant elle entre voilée dans une mosquée devant un parterre de leaders communautaires. Est-ce qu'à votre avis, il est temps aujourd'hui de sanctionner les élus comme M. Benoît Payan qui... La question. Voilà, c'est une très bonne question. D'abord, premièrement, et je le dis aussi dans mon témoignage, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a attiré l'attention sur ce sujet. 2026 est une échéance essentielle. Le risque principal, ce ne sont pas les listes communautaires qui seront limitées à quelques cas dans quelques zones. Ce sont les communautaires dans les listes. Et le travail que doit faire l'État, c'est un travail de mise en éveil des élus et des candidats. J'ai moi-même été amené à appeler la semaine dernière 2 maires de mon département. La question était comment vous identifiez. Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, si vous le permettez, Monsieur Pro. Mais je réponds sur la question des élus. Et j'ai été amené à signaler à 2 maires qu'ils avaient dans leur conseil municipal des individus proches de la mouvance frériste. Ensuite, je l'ai dit, pour répondre directement à votre invitation, Monsieur Pro, ce travail d'identification, il est difficile. Il repose sur un certain nombre de faisceaux d'indices. J'ai évoqué tout à l'heure, dans le cadre de la structure que nous avons contrôlée, ces affiches avec des individus, et notamment des enfants et des femmes, sans visage. Mais nous sommes amenés à faire un travail de recoupement à la fois sur la composition des entourages, les influences, les éventuelles conférences, débats qui pourraient être organisés dans tel ou tel lieu de culte pour parvenir à qualifier les choses. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de formule magique. C'est un faisceau d'indices qui nous permet de mener cette bataille. Et pour répondre, là aussi, très clairement à votre question sur la place du politique dans les lieux de culte, la loi séparatisme, dont on parle trop peu au regard des avancées qu'elle contient, interdit notamment les réunions politiques dans les lieux de culte, ce qui fut le cas pendant très longtemps. Je vous remercie d'être venu ce matin et votre position n'est pas facile parce que vous êtes un préfet de la République, vous êtes sur le terrain. Je rappelle quand même que votre livre, Fondation, publié à la Fondation pour l'innovation politique, Combattre l'islamisme sur le terrain, témoignage d'un préfet de la République avec une préface de Bruno Retailleau. On ne peut pas soupçonner évidemment de lâcheté ou de compromission avec cet islamisme sur le terrain, même si, bien évidemment, et vous avez raison de le rappeler, les choses sont plus complexes et difficiles à faire et à agir, bien sûr. Il est 9h20.